Je vais faire tout le reste, histoire d'être sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. C'est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'addition. Bonjour Sylvie, bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes les deux. Je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir. Donc Noémie Loiseau et Sylvie Chauvin pour parler des avantages sociaux de l'entreprise de demain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Julien Niquet, je suis l'un des fondateurs d'Epsor et c'est l'honneur et le privilège d'animer l'addition. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on anime l'addition. L'addition, c'est une communauté où on parle de rémunération aux avantages sociaux, de politique salariale. C'est une communauté qu'on a créée pour vous donner la parole sur ces sujets-là et pour interagir, échanger et vous permettre aussi de vous retrouver régulièrement avec des événements physiques qui ont également lieu. J'y reviens dans quelques instants sur une prochaine date à noter dans vos agendas. Julien, je suis aussi le cofondateur d'Epsor. Epsor, on travaille sur les sujets d'épargne salariale et d'épargne retraite. Notre objectif, c'est de remettre le salarié au cœur de la proposition de valeur et d'aider l'entreprise à mieux valoriser cet avantage. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà l'addition, la valorisation de la politique salariale fait partie de nos credos et des enjeux de tout CNB et DRH selon nous. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire sur ce métier de l'épargne des salariés. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'être entouré de Noémie et de Sylvie. Je vais vous laisser la parole à toutes les deux pour vous présenter peut-être en 2 phrases. Noémie, je te laisse le privilège de commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, Noémie Loiseau, je suis directrice RH de SNCF Connect and Tech depuis un petit peu plus de 2 ans. Et auparavant, j'avais fait tout mon parcours dans le groupe SNCF, notamment sur la partie voyageurs. Donc, DRH de grosses business units côté SNCF voyageurs. Bienvenue Noémie. Et Sylvie? Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Chauvin, je suis psychologue de formation. J'ai été DRH, je partage ça avec Noémie dans le passé. J'étais DRH, mon dernier poste de DRH il y a plus de 10 ans maintenant, c'était dans un groupe qui s'appelait Figaro Classified. Et surtout, j'ai rejoint maintenant depuis presque l'origine de la création de Moka. Moka.care. Moka.care, c'est une société qui aide à construire des organisations saines, donc qui travaille sur le sujet complexe et très intéressant de la santé mentale. Et aujourd'hui, je suis là pour, avec mon rôle et de Moka et de psychologue, d'apporter une contribution sur ce sujet-là. Merci de nous avoir confiés. Bienvenue à toutes les deux. Je suis ravi de vous avoir à l'addition ce matin. Peut-être une question pour ceux qui nous entendent, j'espère qu'ils nous regardent et nous écoutent, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat s'il y a le moindre problème, parce qu'on a eu dans les quelques minutes qui ont précédé le démarrage un petit souci technique justement, mais a priori je pense que ça va. Sinon vous nous auriez fait une remarque. Et en parallèle de ces sujets techniques, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à poser toutes vos questions dans le chat. C'est là pour ça et je ferai en sorte de prendre les questions au fil de l'eau si ça s'y prête, ou on gardera un temps pour les questions-réponses. En tout cas, je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur vous aujourd'hui pour parler de différentes questions. La première, c'est comment on fait en sorte de bâtir une marque employeur qui permet d'attirer et de retenir les meilleurs talents. On va parler des nouveaux must-have attendus par les équipes. On va parler de la façon dont l'équipe RH peut valoriser ses avantages, à la fois en interne et aussi en externe, évidemment, pour essayer de faire la différence. Et puis, une question à laquelle tout le monde cherche à trouver la bonne réponse, c'est comment rester à la pointe sur ces sujets et continuer à innover. Mais peut-être avant de démarrer, je vais juste vous partager 2 petites actus pour l'addition. La première, c'est qu'on a publié le 2e magazine de l'addition, justement, qui reprend finalement l'essence de toutes les interviews qu'on a pu réaliser depuis l'interview numéro 12. On a fait la 30e la dernière fois, donc vous allez voir qu'il y a un contenu assez riche et on a aussi mis tous les éléments relatifs justement aux apprentissages sur la philosophie de la politique salariale, le marketing autour de la politique salariale. Donc tout ça peut se retrouver dans le PDF que vous pouvez télécharger via le chat. Et pour ceux qui souhaitent avoir la version papier, on vous propose de nous retrouver à l'afterwork de l'addition qui aura lieu mercredi prochain, mercredi 10 juillet, avec la DRH d'Oracle pour parler du future of work et de l'impact de l'IA sur nos collaborateurs, avec un échange qui s'annonce passionnant à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, Sylvie, Noémie, j'espère qu'on pourra vous y compter présente le jour J en physique. Voilà, on va maintenant concrètement démarrer sur le sujet santé mentale et bien-être financier.
Première question pour toi, Noémie. Est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots SNCF Connect Tech, s'il te plaît? Oui, donc SNCF Connect Tech, c'est une filiale privée détenue à 100% par SNCF Voyageurs qui comporte 2 activités au service d'une raison d'être, innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Donc nos 2 activités, il y en a une qui est très connue, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est l'application SNCF Connect, donc distributeur de mobilité. Qui est le premier site e-commerce de la mobilité en France et le premier aussi, le plus ancien site de e-commerce français, parce qu'on on a 24 ans cette année. Et l'autre activité qui est moins connue, mais qui représente quand même 2/3 de nos personnels, c'est la conception, la production, la maintenance de solutions digitales pour le groupe SNCF, mais également pour les autorités organisatrices de transport ou pour les entreprises. Du coup, j'imagine que quand une entreprise innovante, comme toutes les entreprises innovantes, avec des équipes en croissance, une population tech dans un métier en tension, j'imagine qu'il y a un gros rythme de recrutement, un gros enjeu de recrutement. Qu'est-ce que vous faites justement c'est quoi les principales briques de la promesse employeur proposée par SNCF Connect Tech? Alors, effectivement, cette promesse employeur, on l'a retravaillée quand je suis arrivée il y a un petit peu plus de 2 ans, justement, compte tenu de nos forts volumes de recrutement. Et en fait, donc, elle s'articule autour de plusieurs briques. Alors, la première, c'est la promesse d'une culture d'entreprise forte, puisqu'on est vraiment organisé autour de nos 5 valeurs qui sont la confiance, l'audace, la performance, l'ouverture et la citoyenneté. Donc, ces valeurs, on les décline ensuite dans toutes nos politiques en fait, et de notre stratégie d'entreprise. Donc, on a vraiment cette passion commune, tous nos talents en fait ont cette passion commune pour l'innovation numérique, pour les mobilités durables. Donc, ça, c'est déjà la première brique, on va dire. La deuxième, c'est un package financier qui est compétitif et qui est équitable. Qui est en constante évolution, en constante réflexion pour s'adapter aussi, pour nous adapter aux pratiques du marché. Donc, on a des benchmarks quasiment en temps réel maintenant et on regarde beaucoup les pratiques tant qualitatives que quantitatives du marché de la tech pour proposer toujours un package qui soit attractif. Notre troisième pilier, on va dire, de notre promesse employeur, c'est la formation du développement de compétences tout au long de sa carrière. En fait, on a des propositions on permet à nos collaborateurs d'accéder à des catalogues complets de formation, notamment en ligne. Donc, pour qu'ils puissent se former, être toujours à la pointe. Alors, ça peut être sur les dernières technos, parce que c'est important que nos collaborateurs soient toujours au fait, mais ça peut être aussi sur des soft skills, etc. Et on a aussi une politique d'accompagnement pour des formations certifiantes, là aussi pour permettre à nos collaborateurs d'être reconnus dans un domaine de compétences particulier. On a énormément de participation à des conférences, etc. L'objectif étant d'être toujours à la pointe de l'innovation. Enfin, un autre de nos piliers, c'est de permettre d'évoluer dans une entreprise qui est inclusive et humaine. Donc, on a une politique de qualité de vie et de conditions de travail qui est extrêmement fournie. On a un programme qui s'appelle I Feel Good, qui a 12 ans maintenant et qui repose sur 3 piliers. La santé mentale, donc bien dans ma tête, la santé physique, bien dans mon corps et la convivialité, bien ensemble. Ça, c'est aussi un des éléments importants qui font aussi que les candidats ont envie de nous rejoindre. Et la dernière promesse, c'est l'engagement RSE. Alors, évidemment, de par notre activité, forcément, déjà, c'est une activité dont les valeurs résonnent beaucoup, en fait, chez nos candidats. Et on est aussi vraiment, on essaye de favoriser des comportements, par exemple, sur le numérique responsable, etc., qui soient en cohérence avec notre engagement RSE. Voilà, en quelques mots. Okay. Merci beaucoup, Noémie, pour cette intro et de poser un peu le paysage de SNCF Connect. Sylvie, je te laisse peut-être rebondir sur ce que nous a présenté Noémie, un peu en termes de marque employeur et d'attractivité de la marque d'un SNCF Connect.
Ok, ben moi j'adore ce que dit Noémie, hein, parce que forcément dans un marché tel que le nôtre aujourd'hui, avoir une culture d'entreprise et pouvoir, par exemple, les piliers I feel good ou les différents piliers, forcément avec Mocha, ben, on est proche. Et je trouve que Noémie réussit quelque part dans sa fonction de DRH à faire cette espèce de… Alors, je ne sais pas, je le vis comme quelque chose de très positif, mais parfois ça pourrait être presque un numéro d'équilibriste, j'imagine, entre une vision d'un ancien monde qui était celui peut-être de la grosse entreprise de la SNCF, qui n'est pas du tout ton environnement aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ce que tu nous dis sur ce monde tout à fait particulier, SNCF Connect and Tech, que tout le monde connaît, qui sert à chacun dans son quotidien, et donc qui nous permet finalement d'être sur la mobilité et la mobilité durable. Donc les piliers que tu mets en avant, alors notamment, moi, il résonne vraiment très fort sur comment, à un moment, je peux recruter, comment je peux attirer des candidats. J'ai juste envie de donner un chiffre, qui est un chiffre qu'on avait fait chez Mocha, qui est un chiffre d'une étude de 2022 avec Job Teaser, qui nous disait que 88% des jeunes salariés, je crois que les jeunes salariés, ils allaient jusqu'à 30 ans dans cette étude, demandent que l'entreprise joue un rôle d'accompagnement actif sur tous les sujets de la santé mentale. Et je trouve que là, Noémie, vous êtes vraiment en avance de phase parce que ça fait partie de votre culture, de vos piliers. Et merci de le faire. Et merci que la SNCF soit comme ça exemplaire sur ce sujet-là. Parce qu'on en a besoin pour mettre en place ce dont on va parler peut-être tout à l'heure, la notion de sécurité. Ouais. Peut-être justement pour rebondir sur cette notion de sécurité, j'ai le sentiment que pour le coup, SNCF Connect and Tech forcément apporte de la sécurité aussi, de serait-ce que par la structure même juridique de la société. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un engagement RSE qui est porté naturellement par… il y a la quête de sens avec un engagement RSE qui est porté naturellement par la mission et l'activité de la société. Mais j'ai le sentiment aussi que l'alliance… du côté et SNCF, avec la robustesse d'un SNCF et le côté tech agile et innovant, amène finalement à la fois de l'attractivité de par l'activité que vous avez et en même temps avec toute la robustesse que SNCF vient apporter dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que vous êtes un peu à la croisée des chemins entre les deux. Sylvie, est-ce que tu peux justement nous présenter un peu cette notion de sécurité qui va être un élément important justement aussi de ce que peuvent rechercher les candidats aujourd'hui? Oui. Alors la sécurité psychologique, c'est un… Alors j'ai un peu parlé de Mocha pour vous expliquer comment on est arrivé à parler de ce sujet très tôt. Hein. Il y a déjà 3 ans, je crois qu'on était très moteur sur ce sujet-là parce que les différentes études, nos différents accompagnements ont montré que dans les entreprises notamment qui avaient des forts besoins de recrutement, les salariés, nous on parlait souvent de leurs besoins de sens, de leurs besoins de vision, de leurs besoins. Mais cette notion de sécurité psychologique, elle n'était pas très présente. Alors c'est vrai qu'on sortait du Covid et que l'insécurité qui avait régné pendant cette période-là a peut-être activé les choses. Mais la sécurité psychologique, en fait, c'est venu, alors je vais vous donner un tout petit peu de concept, c'est venu d'une étude que Google a fait en 2012. Pendant 3 ans, Google a analysé globalement plus de 180 équipes en se posant la question, qu'est-ce qu'une entreprise? C'est quoi une équipe qui performe? Donc ça nous intéresse, les DRH sont très intéressés par ce sujet, les CEO, c'est quoi une équipe qui performe? Même pas une entreprise, hein, on est vraiment au niveau de l'équipe. Est-ce que c'est parce qu'on met justement on recrute des super talents, des gens juste incroyables, ou est-ce que c'est parce que le manager fait certaines choses, ou est-ce que c'est parce que l'entreprise a mis en place culture, vision, piliers, etc. Et en fait, contre toute attente, la personne qui s'est occupée de cette étude, qui est au début une personne qui s'appelle Julia Rodowski, si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets-là, puis après Amy Edmondson, qui a écrit un bouquin « L'entreprise sans peur », a montré que contre toute attente, le premier pilier, et celui qui est ce qu'elle appelle le soutènement, c'est-à-dire que c'est la base de tout, c'est la sécurité psychologique. S'il n'y a pas la sécurité psychologique dans l'entreprise, et plus peut-être, on va voir après comment on peut agir là-dessus, mais d'une manière plus granulaire dans l'équipe, ben en fait, tout ce que Noémie a dit, l'innovation, la coopération, la capacité, même la performance, la confiance, tout ça, il n'y a pas. Donc chez Mocha, nous, alors on fait, je sais que je ne vous ai pas dit comment ça fonctionnait, Mocha, donc j'aurais peut-être pu commencer comme ça, je suis parfois un peu désordonnée dans ma tête. Chez Mocha, en fait, on est une
on est une société qui permet de mettre en place donc, la santé mentale dans les entreprises, de construire des organisations sereines. Et pour ça, on a une plateforme avec beaucoup de contenu. On a par exemple beaucoup de contenu sur la sécurité psychologique. Peut-être qu'on en parlera avec Noémie tout à l'heure. Et on a aussi sur 250, une communauté de praticiens. Des praticiens, c'est des psychologues, c'est des coachs, c'est des thérapeutes qu'on a triés et recrutés et vraiment des gens avec qui on a un partenariat extrêmement fort. Et quand une entreprise adhère à Moka, se connecte, enfin, est partenaire de Moka, les salariés ont accès en fait à ces praticiens. Et en moyenne, les salariés peuvent avoir 4 consultations, ça dépend souvent, et donc peuvent parler avec une personne quand il y a un sujet. Au départ, on a appelé Moka. Moi, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi vous avez appelé l'addition, mais j'aime bien SNCF Connect and Tech, on comprend bien la connexion. Tu vas peut-être nous dire après l'addition, mais Moka.car, tout au début, on voulait, la santé mentale était un sujet tellement compliqué qu'on avait juste les fondateurs se disaient, et je trouve qu'ils ont vraiment, c'était intéressant on voulait que ce soit aussi simple de parler de la santé mentale que de prendre un café autour d'une machine à café, et c'est pour ça qu'on a appelé ça Moka.car. Okay, ça soit simple ce sujet-là et qu'on puisse en parler. Je n'avais pas l'histoire, le storytelling derrière ça. Et l'addition, alors, pourquoi ça s'appelle l'addition? L'addition, c'est assez simple. Je vais revenir même à la fin de l'épisode. Okay. Je vous demanderai une question qu'on pose à chaque épisode. L'addition, c'est juste l'addition de RH et finance pour CNB, pour se dire tu as l'addition de 2 domaines et d'un troisième qui est un peu l'ingrédient secret de chacun. Donc, on reviendra un petit peu à ça. C'est aussi simple que ça, l'addition. Ce n'est pas Alexis qui nous écoute en backstage et qui est un peu le chef d'orchestre. Je dirais que c'est aussi l'addition qu'on paye aux salariés. Enfin, bref, il y a plein de jeux de mots à faire sur l'addition, mais c'est ça le sens premier de l'addition. Et pour Epsor, en toute transparence, le mot Epsor est juste un anagramme très simplifié de Prosper, qui était le premier nom d'Epsor qu'on a dû abandonner pour des raisons de propriété intellectuelle. Et donc Epsor ne veut pas dire autre chose que ça. Voilà. Et ça ne veut surtout pas dire épargne salariale en or, comme certains souvent nous imaginent ce sens où épargne salariale pour retraite. C'est juste un anagramme très simplifié. Peut-être pour en revenir justement à ces notions de sécurité, moi je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvie, et peut-être rester un peu pour l'instant peut-être sur la théorie un peu de ces sujets de sécurité, ce que les gens vont vouloir chercher, enfin, c'est quoi la sécurité psychologique. Je vais faire le lien, et ce qui nous a amené justement à associer santé mentale et bien-être financier, c'est qu'on reste quand même dans le monde de l'entreprise, et en fait ce qu'on constate dans le monde de l'entreprise et ce que les entreprises peuvent faire, et ce que les équipes RH ou CNB peuvent apporter par rapport à ça. Ce qu'on observe beaucoup, c'est les liens étroits entre les différents aspects de notre sécurité. Et je ne sais pas si Alexis, tu peux partager l'étude qu'a menée Psychodon, mais on vous la partagera sinon, mais où on voit que les éléments qui pèsent sur la santé mentale des salariés sont notamment leur situation financière et l'avenir en général. C'est les premiers éléments qui vont être montés par les salariés dans une étude qui a été faite en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, 91% citent au moins un élément, et donc la situation financière et l'avenir vont être présents. Et ce qui est intéressant dans cette notion, c'est que c'est une notion, la notion de bien-être, elle est profondément, enfin, elle est souvent faite de signaux invisibles et elle est profondément faite de subjectivité. Dans le contexte politique qui est le nôtre, j'ai entendu quelqu'un il n'y a pas très longtemps dire la perception, c'est la perception des gens, c'est profondément subjectif, mais leur perception, c'est leur réalité. En réalité, on peut essayer d'apporter l'objectivité. Tout ça est un sujet de perception, et la perception, c'est la réalité. Et si on prend l'exemple de la sécurité financière, la notion en fait assez décorrélée du seul salaire, ça peut venir sur différents aspects. Je sais qu'on parlait pendant l'épisode de l'addition avec Muriel Bertin de Leroy Merlin, qui est allé interroger ses collaborateurs sur ce sujet-là, qui a mené une enquête assez, je vais même dire, osée auprès de ses salariés sur ce sujet. Ce n'est pas forcément quelque chose où on est à l'aise, elle a posé des questions de bien-être financier. Et en fait, elle a, j'ai souvenir dans son témoignage, elle disait, elle a découvert des situations qui étaient parfois assez compliquées dans ses équipes, qu'elle sous-estimait complètement, qu'elle n'imaginait pas dans les équipes de Leroy Merlin. Elle a découvert des situations qui sont finalement très personnelles et qui sont parfois absolument décorrélées du seul niveau de salaire. Ce n'est pas forcément que ce premier sujet-là qui va venir impacter le bien-être financier. Noémie, peut-être pour rebondir sur ça, chez SNCF Connect, vous avez été
assez pionnier sur les sujets de bien-être au travail. Tu parlais de QVCT. Tu pourras nous expliquer le C, mais on ne parle pas que de QVT, mais de QVCT. Ça fait 12 ans que vous avez mis en place ce programme IFIGoul. Peut-être première question, peut-être comment tu prends le pouls auprès des salariés de SNCF Connect Tech. Est-ce que tu le prends d'abord et comment tu peux t'assurer de répondre à leurs attentes sur ces sujets de santé mentale et de bien-être financier plus largement? Alors, comment on prend le pouls? Alors, on a une enquête annuelle à le baromètre Great Place to Work qui est à chaque fois pour nous riche d'enseignements, qui nous a permis là, de nous hisser à la 5e place de notre catégorie, j'en profite pour le dire, cette année, donc parmi les best workplaces. Donc ça, c'est quand même une enquête qui nous permet vraiment d'adapter, de nourrir notre stratégie RH. On essaye vraiment d'adresser voilà, les points qui nous semblent un peu critiques. Fort heureusement, là, du coup, on n'en avait pas beaucoup, mais ça permet quand même toujours voilà, de rechallenger surtout nos process RH et les décisions qu'on a pu prendre. On va la compléter, cette enquête, parce qu'on trouve qu'une fois par an, c'est pas assez, surtout vu le contexte extrêmement mouvant. Donc, on est en train de regarder. Là, on va mettre un baromètre mensuel à partir de septembre-octobre qui nous permettra de prendre le pouls justement des équipes beaucoup plus régulièrement. C'était aussi une demande des managers. Ils disaient Great Place to Work, c'est bien, mais c'est qu'une fois par an. Et donc, ce serait bien qu'on le complète. Alors, avec une enquête qui sera beaucoup plus légère, évidemment, hein, quand elle sera mensuelle, mais avoir quelques questions qui nous permettent aussi assez rapidement d'identifier là où potentiellement il pourrait y avoir des équipes qui seraient en difficulté. Et sinon, on est vraiment dans une démarche permanente de co-construction sur les sujets qui touchent je dirais presque au quotidien des collaborateurs. Par exemple, on a renégocié notre accord télétravail. On l'a fait après avoir fait une grande enquête auprès de l'ensemble de nos personnels pour comprendre leurs attentes. On a fait des ateliers, des focus group avec des collaborateurs représentatifs de toutes nos fonctions, des ateliers avec les managers également. Et c'est ensuite qu'on a commencé à négocier avec nos partenaires sociaux, nos représentants syndicaux, sur la base en fait de tous ces éléments. Et ça fait vraiment, cette co-construction, ça fait partie de notre ADN. Je pense que c'est lié aussi à tout ce qui est culture agile, etc. On est vraiment, on est à l'écoute, on propose, on teste, on itère, on améliore. On l'a fait par exemple aussi, là, on va déménager. Donc, un déménagement, c'est toujours un moment stressant dans la vie d'une entreprise. On a pensé l'aménagement de nos futurs locaux complètement en co-construction. Il y a eu des ateliers d'expression de besoins avec l'ensemble des équipes parce qu'une équipe de développeurs n'a pas les mêmes besoins qu'une équipe de comptables, par exemple. Donc, on a vraiment essayé de tenir compte de ces besoins exprimés pour proposer un aménagement. Et donc, ça, c'est 2 exemples parmi tant d'autres, mais ça nous permet vraiment de coller au plus près des besoins et de rendre nos collaborateurs acteurs. En fait, ils ne subissent pas la politique RH, ils la co-construisent avec nous. Et même sur des sujets très structurants, parce que là, on est en train de réfléchir à tout ce qui tourne autour de l'évaluation de la performance, notre structure de rémunération. On a aussi fait des ateliers collaboratifs pour voir un peu quelles étaient les attentes, ce qui avait du sens pour nos collaborateurs. La difficulté, c'est toujours de proposer quelque chose qui soit une synthèse et qui corresponde aux aspirations de l'ensemble des métiers. Et comme je disais, les profils sont très différents. À la tech, on a plutôt une population masculine et très jeune, alors que dans les fonctions leviers, on va plutôt avoir une population féminine un peu plus expérimentée. Donc, c'est 2 exemples, mais parce que c'est un peu les 2 extrêmes. Et évidemment, derrière, on se doit de proposer une politique RH qui soit une politique unique et qui fasse la synthèse de toutes ces demandes. Mais bon, globalement, on y arrive. Je retiens plusieurs mots dans tout ce que tu as dit, Noémie, à la fois le sujet enquête, étude, mais surtout le sujet collaboratif du sujet et le fait d'interroger pas mal, de fonctionner en atelier et de permettre aux gens de s'exprimer par rapport à leurs attentes. Et peut-être, avant de te faire réagir, Sylvie, une question pour toi, Noémie. Est-ce que ces 10 dernières années, tu as vu des attentes évoluer fortement, Noémie, au-delà peut-être évidemment du sujet de télétravail qui, je pense, depuis 10 ans, pour le coup, s'est profondément transformé. Je pense qu'on est tous témoins de ça depuis quelques années, sans aucun doute. Est-ce que tu vois d'autres attentes qui ont pu profondément évoluer?
Oui, mais, en fait, je pense qu'il y a une évolution du rapport au travail. Je pense qu'on le constate tous, alors surtout post-année Covid. Et je dirais que moi, je suis DRH depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, on a déterminé notre politique RH et les salariés n'avaient qu'à s'adapter. C'était à peu près ça. Aujourd'hui, on est challengé en permanence et on sent qu'il y a, moi je sens qu'il y a des attentes chez nos collaborateurs qui vont bien au-delà d'être juste bien payés en fait. Et justement avec ce télétravail, quand on vient au bureau, on vient chercher quelque chose. On vient chercher du collectif, on vient chercher du collaboratif, de la convivialité, de l'informel, etc. Et donc, il faut, je reprends mon exemple de l'aménagement des locaux, il faut qu'on propose des locaux qui permettent ce genre d'interaction. Je pense que les open space avec tous les postes alignés en randonnion, si je peux me permettre, nous, c'est terminé. C'est un modèle dans lequel on ne croit plus. Ou pour certaines activités seulement, mais on essaye vraiment d'y répondre. Donc, il y a vraiment il y a un besoin, il y a une exigence de la part des collaborateurs de trouver, de s'accomplir dans le travail, ça a toujours été, mais d'avoir un accomplissement qui soit aussi, qui revête des formes très différentes, comme par exemple le bien-être, le fait, effectivement, par exemple, dans notre programme I Feel Good, on propose, comme beaucoup, des séances de relaxation, de gymnastique, de yoga, etc. Et ça, on sent que c'est quelque chose qui plaît vraiment et qui donne aussi l'envie aux collaborateurs de venir sur site et de passer des bons moments. Donc, il y a vraiment je trouve qu'il y a vraiment un niveau d'exigence qui fait que c'est à nous d'aller séduire les candidats. Là, on a vraiment renversé. Je pense que le pouvoir, si on peut parler de pouvoir, a été renversé. Donc, c'est à nous d'aller séduire le candidat et après, c'est à nous d'être suffisamment attractifs pour pouvoir les fidéliser, en fait, pour pouvoir garder des collaborateurs et leur permettre de dérouler un parcours au sein de l'entreprise. Je pense que c'est vraiment ça pour moi l'évolution. Le marché est effectivement assez compétitif, en particulier sur les métiers digitaux sur lesquels vous évoluez, c'est sûr. Je consulte moins tous les jours et je pense que chez Moka, c'est pareil. Sylvie, je te fais réagir peut-être d'abord une question pour toi. Est-ce que tu vois des évolutions aussi? Quelle évolution tu as pu observer en termes d'attente de la part des salariés ces dernières années? C'est énorme. Enfin, le monde, non mais vraiment le monde. Alors, si je fais carrément une picture un peu plus lointaine, donc moi, je vais juste vous donner une anecdote personnelle. Je suis psychologue et quand j'ai commencé mon métier en RH, en fait, on me disait, tu dis pas trop que tu es psychologue, parce que psychologue dans l'entreprise, voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, les entreprises Great Place to Work, les entreprises qui arrivent à recruter justement et être attractives, c'est celles qui ont maintenant compris que, par exemple, ces problèmes personnels, quand j'ai commencé il y a longtemps, on disait aux collaborateurs, et je le disais aussi en tant qu'RH, parce que c'était la culture, globalement, quand tu as des problèmes personnels, tu les laisses chez toi. Là, je ne dis pas qu'il faut venir au travail avec ces problèmes personnels, je dis juste qu'aujourd'hui, et heureusement, le monde dans lequel on est une seule personne, et quand Véronique, elle arrive au travail, Véronique, elle arrive avec ses sujets perso, par exemple, de maman solo avec ses enfants, et c'est compliqué. Et du coup, les boîtes, elles mettent en place des programmes de parentalité. Et nous, on a plein d'exemples chez Moka, de sociétés. Je ne sais pas exactement, je pense que vous faites plein de choses à la SNCF, mais je ne sais plus tout ce que vous faites. Mais il y a des programmes de parentalité, je pense à L'Oréal, il y a des programmes de parentalité. Enfin, et il reste encore quelques entreprises, bien évidemment. Tout le monde n'a pas encore compris tout ça. Mais il y a une énorme évolution extrêmement positive en ce sens où l'entreprise, pour pouvoir attirer des talents, finalement, tous ces sujets, et si maintenant je zoome un peu sur les sujets de la santé mentale, de la performance et de la santé mentale, ce que nous disent nos membres, ce que nous disent les DRH, ce que nous disent nos clients, c'est que ce n'est pas un nice to have, ce n'est pas la cerise sur le gâteau d'une politique QVTC, d'avoir un partenaire santé mentale, c'est vraiment un must-have. Et comment on le sait? Parce que Noémie, elle nous dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, les DRH, ils vont mesurer, et ça, j'adore Noémie dans ce que tu dis, on va mesurer ce qu'on met en place. Alors, c'est vrai que quand j'étais DRH, ça sortait tout ça, et parfois, on faisait des trucs, on ne mesurait pas trop, c'était encore. Mais là, aujourd'hui, on a des mesures. On a, par exemple, chez Moka, les DRH clients, ils ont un dashboard, on voit exactement la consommation. Alors, bien évidemment, il y a la confidentialité, mais on voit, par exemple, le nombre de salariés
qu'il y a eu un appel d'orientation. C'est quoi un appel d'orientation? C'est quand on est partenaire avec Moka, eh ben, le salarié peut appeler un psychologue de chez nous, donc, qui travaille chez Moka, pour comprendre son attente. Et en 20 minutes, on va avoir un entretien hyper ciblé, avec une écoute juste incroyable. Et le salarié va repartir avec peut-être 3 noms d'une personne qui peut l'aider. Un sujet sur performance au travail, je me sens un peu coincée, j'y arrive pas, ça va plutôt être du coaching. Un sujet parentalité hyper compliqué, ben on va avoir des spécialistes de la parentalité. Un sujet d'un deuil ou un sujet d'un aidant, on va avoir quelqu'un. Donc en fait, le truc, c'est qu'on se dit aujourd'hui, on est capable d'aider les salariés qui rencontrent des difficultés au bon moment pour éviter que ça devienne complexe et un truc plus lourd qui s'enquiste. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un changement sociétal et qui est positif. Et il est d'autant plus positif, et je vais peut-être terminer par ça, que notre environnement aussi il a changé. On parlait du monde VUCA dans les années 80, alors volatile, incertain, complexe, ambigu, c'est compliqué. Jamais le groupe Accor avait imaginé un jour que des gens loueraient leur appartement et qu'on voit Airbnb arriver avec des gens qui vont louer eux-mêmes leur propre maison. Juste incroyable. Bon, on a vu le modèle, ça fonctionne. Hein. Donc ça, c'était le mode des années 80. Aujourd'hui, donc du coup, les DRH, ce que exactement dit Noémie, à un moment, la relation un peu s'inverse et on doit un peu plus et on écoute et de la co-construction et c'est super de faire tout ça. Et là, depuis globalement, on dit une dizaine d'années, c'est devenu encore plus complexe, encore plus VUCA, parce que maintenant, on parle du monde BANI. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, BANI. BANI, donc on a pris une dose de plus dans la notion d'anxiété. Donc, ce qui caractériserait notre époque, un monde brittle. Donc, brittle, ça veut dire c'est fragile. On sent la fragilité. Et je pense que, en tout cas chez Moka, quand on voit les thèmes que les personnes, c'est confidentiel, donc on ne sait pas pourquoi les personnes appellent, mais on a des thèmes, par exemple, justement, anxiété ou déménagement, ou le thème brittle, vraiment, il augmente. Donc, cette fragilité, anxieux. Donc, on voit là ce qui se passe même en France par rapport aux élections. On voit cette espèce d'anxiété qui donne naissance au résultat des dernières élections. Non linéaire, c'est-à-dire que ce qu'on avait prédit ne va pas forcément arriver. Donc, c'est pas, on a sans arrêt des courbes comme ça qui font qu'il y a des changements. Et souvent incompréhensibles. On a souvent des salariés qui nous disent « je ne comprends pas ». Alors, je ne comprends pas au niveau de l'entreprise ce qui se passe, la politique, pourquoi on a fait ça, pourquoi il y a une réorg. Et du coup, ça donne un besoin, encore plus pour les politiques RH et encore plus dans la mission de Moka, d'être proche et de pouvoir apporter du sens. Donc, du coup, de mettre cette fameuse sécurité psychologique pour faire baisser l'anxiété. Et enfin, pour conclure, Noémie, tu as dit une chose que j'adore, qui dit en fait, les salariés ne subissent plus. Et ça, si à un moment on peut développer, mais je vais laisser la parole pour ne pas trop la prendre, parce que finalement, je crois qu'aujourd'hui, là, chez Moka, c'est un des éléments majeurs qu'on a. On parle d'empowerment, donc cette capacité, en fait, à dire j'ai un pouvoir, même s'il est petit, sur les choses. Et on remarque quand on anime des groupes ou quand on fait de la co-construction ou quand je donne des formations chez Moka, que finalement, à la fin d'un webinar ou la fin d'un atelier, personne vient vous voir et vous dit voilà, merci, parce que j'ai compris que en fait, je pouvais agir sur ça. Je suis dans une équipe, j'ai l'impression que ça ne va pas bien, je ne comprends pas les décisions de mon manager, je me sens perdue. Et à la fin de l'atelier, c'est en fait, je peux faire ça. Et si je fais ça, ça va apporter des conséquences positives. Et retrouver son pouvoir d'agir, que ça soit sur des sujets de sécurité psychologique, peut-être que ça soit sur tes sujets, Julien, et combien c'est important. Moi, par exemple, en tant que maman, j'ai 3 enfants, je pense que j'ai raté un peu mon éducation financière. Je vois des amis de mes enfants, ils font leur compte, ils font mes enfants, je n'ai pas appris trop à faire ça. Et là, maintenant, ça va mieux, mais j'ai vu que ça avait été compliqué pour eux, jeunes adultes, quand ils ont commencé à faire tout ça. Donc, je peux agir sur ma sécurité financière aussi en faisant certaines choses. Donc, retrouver son pouvoir d'agir, c'est quelque chose qui nous aide à aller mieux et donc à faire baisser l'anxiété. Je me permets je ne fais pas l'avocat du diable, la contradiction, mais je partage des échanges que j'ai régulièrement avec des DRH ou des compagnies sur justement où commence le périmètre de l'entreprise et où il s'arrête. Je disais tout à l'heure, moi ça m'arrive de dire à des salariés, pour moi le rôle de l'entreprise, il reste sur le cercle. En fait, l'intérêt d'avoir un partenaire pour gérer le sujet de santé mentale, c'est aussi d'externaliser le sujet. C'est-à-dire que le DRH, tu parlais de DRH psychologue, il faut appréhender l'anxiété et les sujets, en tout cas, appréhender les sujets et l'anxiété que les salariés peuvent connaître dans leur vie personnelle. Et en même temps, le fait de pouvoir avoir un partenaire externe permet aussi justement d'externaliser
ce sujet-là parce que quelqu'un réagissait dans le chat en disant si on fait la somme de la situation amoureuse et de la situation familiale, on arrive à 38%. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de situations qui sont très éloignées du sujet de l'entreprise et qui peuvent évidemment amener de l'anxiété. Le climat politique peut être un sujet d'anxiété aujourd'hui, etc. Et sur certains sujets, l'entreprise n'est pas, en tout cas, les gens dans l'entreprise ne sont pas forcément les personnes les plus à même de répondre à ces sujets-là et d'orienter les salariés. Et je fais le parallèle tout simplement avec notre métier. Nous, on a des coachs financiers, un peu comme un Doctolib du coach financier. On peut prendre rendez-vous avec un conseiller financier pour poser des questions sur ces situations personnelles, etc. Pour aussi permettre aux équipes RH et CNB de ne surtout pas s'improviser coach financier, de surtout pas s'improviser psychologue personnel en fait, de la personne et de prendre conscience aussi que et de permettre aussi de dire aux salariés ce sujet-là, c'est ta sphère, c'est ta situation personnelle. Sur certains sujets, moi, en tant que DRH CNB, je vais te donner un écosystème qui te permette d'avoir du bien-être tout en prenant conscience qu'une partie de ce bien-être en fait, sort de la sphère de l'entreprise. Et c'est aussi important, à mon sens, et dans les échanges que j'ai régulièrement avec des DRH, de aussi rappeler un peu où démarre le rôle de l'entreprise et parfois où il s'arrête et où il faut savoir le faire arrêter pour voilà, ne pas aller trop loin par rapport à ça. Et je peux peut-être une dernière analogie par rapport à ça. J'aime bien ça. Moi, quand j'ai commencé dans le monde du travail il y a 15 ans maintenant, mais on parlait beaucoup du modèle de freelance, de la fin du CDI, on parlait de la fin du salariat. C'était quand même, il y a beaucoup d'articles qui parlaient de ça, du fait que c'était la fin du salariat, la fin de l'entreprise. Et en fait, on arrive presque aujourd'hui beaucoup de salariés en CDI et on se bat pour les recruter, on se bat pour aller les chercher. Donc, on voit que le monde cherche toujours ça. Et on a parfois justement, et je pense que c'est important de définir ce que l'entreprise va promettre aux salariés et ce qu'elle ne va pas promettre et où ça va commencer, où ça va s'arrêter. Mais finalement, on est dans un endroit qui n'est pas forcément paternaliste comme ça pouvait l'être parfois avant, mais dans un endroit qui se veut assez finalement inclusif et qui va prendre en considération l'ensemble des problématiques de salariés. C'est plus une réaction à ce que tu disais, Sylvie, n'hésite pas à rebondir d'ailleurs. J'ai oublié de dire dans ma présentation, je suis aussi psychologue en libéral. Donc, j'interviens chez Moka, mais j'ai aussi une consultation de praticiens donc en libéral. Et ces salariés que je vois, parce que c'est envoyé par des médecins, qui sont des gens qui sont arrêtés. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des entreprises qui ont mis en place cette écoute, cet accompagnement dont parle Noémie et dont je parle aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils prennent cher quand ça ne va pas bien. Ça veut dire que moi, les gens que je vois qui sont arrêtés, ils sont arrêtés en moyenne entre 6 mois et 1 an. Bon, c'est vrai que je suis spécialisée du burn-out. Alors, du coup, j'ai forcément un biais. On envoie des gens qui sont… Mais ils prennent cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans l'entreprise une dimension d'écoute, une dimension… Et le burn-out, il peut arriver pour des situations professionnelles, mais il peut arriver aussi pour un mix de perso et de pro. C'est pour ça que moi, à ceux qui disent où ça s'arrête, j'ai envie de dire, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce qu'on est entier. Et donc, si aujourd'hui, dans ma vie, je vis une super difficulté personnelle parce que je suis en train de divorcer, ou j'ai une violence conjugale, ou je ne sais pas quoi, ben, si une entreprise peut m'aider, à ce moment-là, eh ben, ça va m'éviter peut-être de m'arrêter. Et donc, je trouve que chez Moka, on a vraiment, on lutte finalement contre cet absentéisme, qui à un moment, le dernier rempart, il y a un absentéisme de maladie parce que je ne peux plus tenir, et ça, mais il y a aussi un absentéisme parfois parce que je peux pas gérer la situation. Okay. Oui, moi je compléterai en disant que nous on est vraiment attachés à former nos managers à la détection des signaux faibles sur les risques psychosociaux, détection qui est d'autant plus dure avec le télétravail, hein, parce qu'un collaborateur qui va pas bien en télétravail, on le voit beaucoup moins facilement, et donc on va le systématiser là justement. Notamment avec Moka, on a testé des modules de formation pour les managers pour qu'ils soient plus à l'aise et justement, quelle que soit la raison, hein, que ce soit une raison personnelle ou professionnelle ou un mélange des deux, comme le disait Sylvie, pour que les managers puissent détecter suffisamment tôt les signaux faibles et encourage le collaborateur à s'adresser à Moka, pour éviter qu'on arrive à ces situations, effectivement, après d'arrêt prolongé ou
je dirais, où c'est déjà trop tard, quoi. Enfin, après, c'est plus long de se reconstruire, de regagner la confiance, etc. Et donc, je pense que c'est essentiel, la détection très en amont, le plus tôt possible, en fait, de ces risques psychosociaux. Mais justement, je rebondis sur ce que tu disais là, Sylvie, et ce que tu disais, Noémie. En fait, le rôle de l'entreprise et justement du manager par rapport à ce sujet, c'est justement d'être en détection pour ensuite donner une réponse qui ne soit pas… C'est pas à lui de répondre, en fait. C'est ça qui est important aussi. Parce que parfois, enfin, ce que je voulais dire justement tout à l'heure, c'est où ça s'arrête. C'est-à-dire que la réponse n'est pas une réponse. Enfin, la personne de Moka qui vient répondre aux salariés ensuite n'est pas un salarié de l'entreprise. Je pense que c'est aussi un gage de confiance en fait pour le salarié que de se dire je vais pouvoir lui confier des choses au psychologue ou au psychiatre ou au coach auquel je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir lui confier des choses qui sortent, qui ne vont pas revenir ensuite, où il y a de la confidentialité et qui ne vont pas revenir ensuite dans la sphère de l'entreprise, où j'ai pas un risque qu'à la machine au café, j'entends parler de l'histoire de mon divorce, de l'histoire mon histoire personnelle, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un de l'équipe RH. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans le modèle, de faire appel à des partenaires extérieurs à l'entreprise pour pouvoir répondre à ces sujets-là et pour pouvoir justement, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Sylvie, on est une personne entière, mais en même temps, l'entreprise doit aussi justement trouver une façon de répondre à ces problématiques-là sans être, à mon sens, directement acteur de ces sujets qui sont très personnels, qui peuvent être très personnels. Ouais. Et c'est vrai que dans les formations des managers, c'est vraiment un truc sur lequel on insiste beaucoup, d'avoir ce niveau de prévention. En fait, on cherche à intervenir sur les 3 niveaux de prévention, complètement en amont, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Tertiaire, c'est quand c'est… J'ai envie de dire, les gens que je vois en consultation, c'est quand c'est trop tard, c'est quand il y a des crises. Tout l'intérêt, et effectivement, c'est d'être très, très en amont et d'être aussi sur des collectifs. Alors, il y a détecter les signaux faibles pour les managers, et puis il y a aussi toute la branche aussi de comment aider les gens qui aident, c'est-à-dire comment aider les managers, comment aider les… Alors moi, les RH, comment aider les RH. Comment aider les RH, Noémie. Et c'est vrai, en tant qu'ancienne RH, souvent j'ai entendu, et moi c'est la phrase qui parfois me touche terriblement, le RH qui vous dit moi j'aide tout le monde dans l'entreprise. Ouais. Et souvent le RH est vraiment là, mais moi, qui m'aide ? Qui prend soin de moi? Je prends soin de tous et qui prend soin de moi. Et cette phrase-là, elle résonne beaucoup. Je ne sais pas comment elle résonne pour toi, Noémie, mais il y a besoin de ça. Et chez Moka, on aide aussi le RH par des actions, des formations spécifiques, finalement à prendre soin de lui. Parce que dans les boîtes, à un moment, quand ça tangue un peu, moi, je me souviens de comité de direction où tout le monde se retourne vers le RH et en même temps, entre nous, prendre soin de la santé mentale, les salariés, ce n'est pas l'affaire que du RH, quoi. C'est l'affaire aussi du management. Mais bon, je ne sais pas comment c'est dans la culture parce que je n'y suis plus. Mais parfois, il y a ça aussi un peu. Tout le monde se tourne vers le RH en disant bon. C'est encore le cas, oui. Donc, c'est une mission passionnante, mais très engageante. Et parfois, le RH, il a besoin aussi d'avoir quelqu'un ou de se retrouver dans un groupe de pairs. Parfois, on forme des équipes entières de RH et qui se retrouvent entre elles et à leur donner aussi des gestes d'urgence. Comment faire, chez Moka, on a souvent cette image du masque à oxygène. C'est-à-dire quand vous prenez l'avion et vous êtes avec un enfant, l'hôtesse ou le steward, il vous dit d'abord, le masque à oxygène, c'est sur vous, pas sur vos enfants, même s'ils sont plus fragiles et plus vulnérables. Parce que s'il y a turbulence, on va avoir besoin de vous. Et nous, on apprend un peu à mettre le masque à oxygène sur le RH en premier. Qu'est-ce qu'il fait pour lui quand il a souvent tendance à s'oublier? Et je crois que c'est ça, et le manager aussi qui parfois a tendance à s'oublier, avec une très forte responsabilité quand même qui pèse sur ses épaules, parfois qui est un peu lourde. Donc là, c'est aussi cet accompagnement-là et leur donner des outils, bien évidemment. Question pour toi, Noémie. Comment, en tant que DRH, aujourd'hui, tu fais en sorte… Tu essaies ou tu es à la pointe en matière d'avantages sociaux, justement. Comment tu te… Alors, on a un vrai devoir, mon équipe et moi, de veille. Vraiment, chacun dans nos spécialités de veille sur les pratiques du marché, aller prendre les bonnes idées là où elles sont. On essaye aussi d'adresser des sujets qui sont en lien avec l'évolution de la société. Je pense par exemple à l'aidance.
qui est un vrai sujet et qui, là encore une fois, sujet personnel qui peut empiéter sur la vie professionnelle parce qu'on sait que les aidants voilà, ont un double emploi du temps, doivent jongler, ont une charge mentale, etc. Ce sujet-là, par exemple, on a, dans le cadre de notre nouvel accord sur la qualité de vie et les conditions de travail, on a prévu un certain nombre de dispositions pour les salariés aidants, pour qu'ils soient plus à l'aise, parce que bien souvent, ce sont des salariés qui sont obligés d'utiliser leurs jours de congé, etc., et qui, du coup, ne se réservent plus de plage de repos. Et donc voilà, on essaye vraiment donc à la fois vraiment l'éveil sur par exemple aussi sur l'allongement des carrières, le besoin de préparer sa retraite. C'est un sujet qui était absolument pas un sujet dans l'entreprise vu la moyenne d'âge chez nous et qui le devient même voilà sur des populations à la petite quarantaine qui commencent à se dire que ce serait peut-être bien d'avoir d'autres systèmes pour préparer la retraite. Donc on essaye vraiment à la fois d'être en veille sur les bonnes pratiques et de coller aux enjeux sociétaux pour être toujours à la pointe. Ok. Pardon. De ton côté, Sylvie, est-ce que... Pardon, je te laisse... je ne sais pas si il est utilisé chez vous, mais parfois les DRH me parlent de l'utilisation du BSI, le bilan social individualisé. Je trouve que c'est absolument génial parce que parfois, il y a aussi chez les salariés un peu un côté... ils ne se rendent pas compte, finalement, par exemple, je peux parler pour toi, mais je vois parfois chez certains salariés un côté un peu enfant gâté, je trouve. Oui. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Tu parlais tout à l'heure des free, mais du coup, le BSI, je sais que chez Orange, moi j'ai un ami DRH qui le met en place, chez Euro Disney, une amie qui est chez DRH de Roule, elle l'a mis en place et ça a été très très bien. Alors c'est quoi je crois que c'est un document dans lequel on va noter, on va chiffrer, on va quantifier tous les avantages sociaux qu'ont les salariés. Donc, par exemple, si vous êtes partenaire de Moka ou de l'addition, d'Epsor, vous allez avoir globalement sur votre bulletin de paie, sur un document récap, qu'est-ce que ça a coûté à l'entreprise de mettre ça en place. Oui. Okay. Tout à fait. Tu l'as Noémie, ce document-là? Oui. C'est une démarche qu'on a digitalisé maintenant, parce qu'avant on avait un BSI papier, donc on l'a digitalisé et on vient de le diffuser. C'était une diffusion courant juin. Et effectivement, il y a déjà le rappel de tout ce qui est évolution de la rémunération individuelle, parce qu'on sait toujours que l'effet positif d'une augmentation, il est en gros de 3 semaines, 1 mois, puis après les salariés oublient qu'ils ont été augmentés. Donc ça, c'est bien de le rappeler, surtout que là, sur les 2 dernières années, avec les sujets d'inflation, on a fait des très gros efforts en matière de budget pour les augmentations individuelles. Donc, on a cette partie classique, mais on a effectivement tout ce qui est valorisation des avantages. Alors, par exemple, nous, on a une politique d'abondement pour tous les versements sur le plan d'épargne d'entreprise qui est assez intéressante, mais du coup, c'est un vrai avantage. Mais on a aussi des politiques sur les chèques emploi-service universel, sur la prise en charge des déplacements bien au-delà du montant minimum légal. Tout ceci, ce sont des avantages. On est au-delà des montants imposés, on va dire, des montants légaux. Et du coup, il faut qu'on le rappelle. Et effectivement, après, on a tout un volet qui est sur l'organisation du temps de travail, tous les dispositifs. Donc, on rappelle I Feel Good. Et là, exactement ce que tu disais, Sylvie, on chiffre en fait combien on a de salariés qui ont participé aux activités qui sont proposées, combien on finance de sessions auprès de Mocacare quand un salarié décide de faire appel à Mocacare. Enfin, voilà, on rappelle vraiment l'ensemble des dispositions. Et avec l'accord du CSE, on rappelle aussi les avantages qui sont proposés dans le cadre des activités sociales et culturelles par le CSE. Donc, comme ça nous fait vraiment un rappel de tout le package, un rappel annuel et effectivement qui contribue aussi, je pense, à la satisfaction du salarié parce que quand on le reçoit, on se dit effectivement, on est quand même pas mal. Ouais, ça doit faire un effet waouh parce que finalement, si je devais me payer ça tout seul, entre peut-être aussi la gym, entre le partenaire de gym, le partenaire de santé mentale, tout ce qu'il y a en plus,
finalement, c'est l'effet, j'ai ma rémunération, mais peut-être, je sais pas, c'est peut-être plus 20%, plus 30%, j'en sais rien. Mais la politique de parentalité aussi, parce qu'en plus, elle est pas toujours connue, notamment de ceux qui n'en ont pas encore profité et là aussi, on a une politique qui est extrêmement favorable, donc on le rappelle aussi. Enfin, c'est vrai qu'on rappelle un peu tous les dispositifs que nous avons mis en place. Et ça sert à l'embauche aussi, ça. C'est-à-dire quand tu embauches des gens, du coup, c'est un argument pour dire, regardez, c'est concret. En plus, et de plus en plus, les candidats demandent ce qu'il y a comme... Enfin, moi, je vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça s'est vraiment inversé. C'est que maintenant, on est vraiment là avec une offre qui doit être là pour séduire le candidat, mais les candidats demandent ce qu'il y a au-delà du simple salaire et des missions du poste. Okay. J'étais pas très longtemps dans un dîner avec plusieurs DRH qui disaient que la première question parfois maintenant n'était plus le salaire, mais le nombre de jours de télétravail. C'est-à-dire que oui, tout à fait. Qui tourne autour de, en tout cas, la rémunération est évidemment importante. Il ne faut pas se leurrer sur le premier. C'est quand même la première brique, les fondations de l'offre, mais tout ce qui va tourner autour va être de plus en plus présent. Et je pense que c'est important de le valoriser. Du coup, le volet marketing RH est une dimension sur laquelle on est convaincu de la nécessité d'aller encore plus loin que ce qu'on fait habituellement. Et tu parlais du BSI. Le BSI, pour le coup, je pense que c'est un très bel outil. Encore faut-il vraiment... Enfin, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut répéter. Je dis souvent que la communication, c'est la répétition, mais sur lequel il faut revenir régulièrement, renvoyer les gens vers leur BSI, former les managers à parler du BSI avec leurs salariés. Je ne sais pas si tu le fais, Noémie, mais on voit des pratiques très différentes d'une entreprise à l'autre sur ce sujet. Et en tout cas, c'est vrai que plus on va envoyer les gens vers ce document, qui est un document très utile, mais encore faut-il aider les gens à le lire et à le comprendre et à les aider à l'assimiler, parce que c'est vrai que le BSI est une formidable façon aussi de prendre du recul, finalement, de relativiser aussi sa situation personnelle sur le plan financier, je veux dire, dans son rapport à l'entreprise, pour pouvoir voir tout ce qui est fait pour elle. C'est souvent une bonne façon aussi de prendre un peu de hauteur et de se dire, finalement, c'est vrai que ça peut être relativement intéressant ce que j'ai, et au-delà du seul salaire que je perçois, voilà tout ce que l'entreprise fait pour moi. Ce qui a aussi un effet, si on fait le lien avec le début sur les sujets de sécurité, qui sont souvent une notion très subjective, qui va pouvoir aussi nourrir une dimension subjective chez les collaborateurs. Okay. Et en tout cas, merci à toutes les deux pour. Je vois qu'on arrive au bout de ce webinaire. J'avais peut-être une question habituelle à vous poser à toutes les deux pour clôturer cet épisode. Peut-être avant ça, si j'avais intégré un ou deux commentaires dans le fil de l'eau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais juste vous donner rendez-vous au dernier épisode de la saison. Ce n'est pas vraiment un épisode en mode webinaire, ce sera plutôt un after-work mercredi de la semaine prochaine, mercredi soir. Et ensuite, on se retrouvera en septembre pour les prochains épisodes à distance. Pour tous ceux qui ne sont pas près de Paris et qui ne peuvent pas venir aux événements physiques en plus, c'est quand même bien plus pratique, on le sait. Et peut-être avant ça, Noémie, Sylvie, une question habituelle à l'addition. Justement, l'addition, c'est la somme de RH et finance, c'est la somme de compensation and benefits. Et puis c'est la somme aussi pour chacune d'entre vous de votre ingrédient personnel, ingrédient secret. Noémie, je te laisse commencer peut-être sur ton ingrédient secret personnel. Je ne sais pas s'il est secret, mais c'est vraiment l'envie de ne jamais tenir pour acquis, en fait, tout ce qu'on a mis en place et se challenger en permanence, se re-questionner en permanence pour œuvrer pour la performance de l'entreprise, parce qu'on est quand même aussi là pour ça, le business, et puis évidemment pour faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent au sein de notre entreprise. Ok. Donc, du renouvellement, du challenge. Et pour toi, Sylvie ? Retrouver son pouvoir d'agir. Pour ça, peut-être que j'ai pas parlé d'un truc qui s'appelle Les Secrets du Mental. C'est une chaîne, c'est un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes que fait Guillaume, un des deux fondateurs de Mocha.care. Et là, on écoute des champions, des athlètes, des gens qui ont des médailles d'or. Et peut-être le mot de la fin, c'est Teddy Riner qui nous dit
Je crois que c'est au moment où il était 11 fois champion du monde, en disant cette médaille, je l'ai eue au mental. Donc en fait, c'est mon pouvoir d'agir et ça se travaille. En fait, sécurité psychologique, sécurité financière, c'est des notions qu'on peut travailler, même si on ne les a pas au début. C'est quelque chose qui peut s'acquérir. Et ça, je trouve que c'est très positif parce qu'on n'est pas avec une petite cuillère en disant moi, je me sens en sécurité là, mais on peut le travailler, on peut agir. Et ça se passe vraiment au niveau le plus proche des équipes et en plus au niveau des managers. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Merci. Et merci, bien sûr. Si tu disais un mot, Sylvie, du coup, mental, je ne sais pas lequel retenir pour… Si je disais un mot mental, ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Très bien. Merci Sylvie, merci Noémie pour cet échange. Merci à toutes les deux d'avoir été présentes ce matin à l'édition. Ravi de cet échange. Héloïse a partagé le lien vers le podcast Les Secrets du Mental dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écouter le podcast. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un bel été pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine à l'Afterwork. Et puis, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.